Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce journal, édition 62. Installation ce mardi 15 novembre 2016 des membres du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. C'est le ministre de l'économie et des finances, Yves Romé-Bastien, qui a investi dans leurs fonctions les nouveaux membres du conseil d'administration de la BNC. Ce conseil fraîchement installé se propose, entre autres, de réviser le niveau d'inclusion financière des acteurs économiques et de lutter contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Fernand Robert Pardo est au micro de Jean-Alain Macajou. Mes remerciements vont au président de la République, son Excellence, M. Jocelyn Briver, qui a fait choix de ma personne pour diriger la Banque nationale de crédit en collaboration avec mes collègues, notamment Guy-Marie Cazeneuve, le vice-président, Angeline René-Dominique, la directrice générale, Marie-Thérèse Marlène Civil et Luc Bernard, les deux membres du conseil d'administration, qui m'épauleront dans cette mission pour les 3 prochaines années. C'est une lourde tâche et nous sommes prêts à l'assumer pleinement. Je remercie également les membres de la Commission des finances du Sénat de la République d'avoir partagé ma vision de la banque pour les 3 prochaines années, ainsi que l'Assemblée des sénateurs qui a ratifié le conseil d'administration suite au rapport favorable de la dite commission. Je rends aujourd'hui un hommage appuyé à ma famille, à mes parents, qui m'ont toujours soutenu dans mon parcours professionnel et de mes choix. Sans leur soutien et les préceptes qui m'ont enseigné, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils en soient honorés. Je n'oublierai pas mes collègues, mes amis de longue date, ceux que j'ai rencontrés durant ces 4 dernières années de ma vie professionnelle, qui m'ont toujours aidé et soutenu. Je les remercie infiniment. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, les défis sont énormes pour les financiers, et plus particulièrement pour celui qui évolue sur le marché bancaire haïtien. Celui de l'inclusion financière pour tous les agents économiques où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Celui des avancées de l'économie numérique qui nous force à penser notre métier autrement et différemment. Celui de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mettant à rude épreuve les dispositifs de contrôle interne mis en place. Celui de pouvoir accompagner nos clients à créer de la richesse au bénéfice de la communauté et celui de faire mieux connaître notre système financier par les acteurs économiques tant nationaux qu'internationaux. Ce ne sont là que quelques-uns des challenges actuels à porter et ils se présentent encore davantage. Comme je l'ai dit tantôt, les 34 années d'expérience dans le secteur bancaire m'ont préparé à relever ces défis et je le ferai avec humilité et réalisme. Je suis convaincu de pouvoir compter dans cette tâche sur le support de mes collègues du conseil d'administration en particulier et de tout le personnel de la banque en général. Comme l'a si bien dit M. Durand, la BNC est un patrimoine incontournable. Elle peut, sans prétention, s'enorgueillir depuis bon nombre d'années d'être une institution solide, moderne, socialement responsable et au service du peuple haïtien. Je veux saluer ici les membres du conseil sortant et leur rendre un hommage public pour la dynamique qu'ils ont su impulser afin de porter la BNC à fructifier. Ils ont contribué à la rendre plus solide et prête à jouer son rôle au service du développement de ce pays que nous aimons tous. La BNC vous remercie, messieurs, mesdames, du conseil sortant et se souviendra de vos efforts pour assurer la pérennité de cette institution que nous aimons tant. Le souci primordial du nouveau conseil d'administration sera toujours de continuer à faire fructifier l'institution et d'assurer également le bien-être, l'épanouissement professionnel du personnel sans qui la banque ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Sans ces hommes et ces femmes qui font partie de cette institution, on ne parlerait pas de patrimoine, on ne parlerait pas de solidité financière et non plus de bonne gouvernance institutionnelle. Le Conseil va s'appeler dans les meilleurs délais à mettre en place un nouveau plan stratégique pour les 3 prochaines années, dont les points forts consisteront à continuer à moderniser les structures d'accueil de la banque tout en améliorant son service de support à l'investissement privé ainsi que la qualité du service à la clientèle. Mettre davantage l'accent sur l'encadrement à donner aux employés et aux cadres de l'institution et être à leur écoute afin de mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins. De son côté, le ministre de l'économie et des finances conseille aux membres du conseil entrants de faire preuve de capacité et de courage dans leurs nouvelles fonctions.
Yves Romain-Bastien les invite à utiliser à bon escient les ressources dont dispose la Banque nationale de crédit. Nous étions le gouverneur de la Banque centrale ainsi que membre du conseil à Trinidad et Tobago il y a une semaine. Et lorsque nous avons eu des chiffres sur l'économie d'un pays de 5000 km avec 1,3 million d'habitants, ils ont créé de la richesse pour environ 23 milliards de dollars. Notre pays est de 27 550 km, environ 11 millions d'habitants, nous n'avons créé que le tiers, autour de 8 milliards. Et nous voyons nos enfants s'étaler dans les mornes, il y a de plus en plus de gens nus, de plus en plus de gens malades. Et aujourd'hui, on n'a pas retenu, mais c'est la vérité, nous nous trouvons dans un corridor pour, si vous voulez, nous arranger pour que finalement il y a un nouveau conseil qui arrive. Parce que pour nous, ce n'est pas une salle, c'est un compte, on s'est accommodé. Et je dirais que c'est tant pis. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons une autre vision de notre pays. Nous avons un pays malade qui a été frappé par Mathieu, nous avons vu les conséquences, 1,4 million de gens presque sans abri. Le Nord a connu des inondations, nous avons vu les résultats. Nous devons accepter le fait que notre pays est fragile, que nous devrions apprendre à nous comporter autrement et à nous regarder dans les yeux en nous disant que nous avons un travail important à faire. Et c'est ce travail que la Banque nationale de crédit a aussi à faire que les ressources qui sont à sa disposition soient mieux utilisées au bénéfice de la nation. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas les chiffres pour dire où on se situe aujourd'hui, malheureusement, mais je dis la chose suivante. Une banque commerciale est une institution particulière. On ne fait de crédit qui ne se mérite. On ne fait pas de crédit pour plaire aux gens. On ne fait pas de crédit politique. Il n'y a pas de gens qui viennent d'ailleurs et qui vous disent quoi faire. Il faut que par l'analyse, on décide d'accorder ou bien de refuser un crédit. J'espère que la banque qui a emprunté cette voie il y a déjà pas mal, je dirais, une décennie et demie, puisse continuer à agir de la même façon. À ceux qui sont arrivés là aujourd'hui, je leur dis, vous devriez faire preuve de beaucoup de courage, faire preuve de sagacité, prendre le temps d'observer, prendre le temps de mieux comprendre pour que le pays puisse en profiter. Et de l'autre côté, ce que je dirais, c'est que dans votre plan, dans le plan stratégique sur lequel le Conseil va travailler là maintenant, je souhaite qu'on puisse tenir compte de ce qui s'est passé dans les régions qui ont été affectées, comme la Grande Anse, comme les Cayes, comme par exemple les Nippes et aussi là maintenant le Nord-Ouest et le Nord. Nous avons un pays affecté, nous avons besoin de faire que les ressources puissent être utilisées. Prenons le temps aussi de servir de conseil, qu'on puisse dire aux gens quoi faire pour sortir, si vous voulez, de ce chaos-là. Nous le vivons chaque jour. Il y a chez nous plus de salles de cinéma, il n'y a plus d'endroits où aller. Nous sommes devenus comme des végétaux. Nous devons reconstruire un autre pays. Nous devons nous revoir pour que finalement nous puissions exister. « 1946-2016 marque déjà les 70 années de la chute du président Élie Lescaut à la tête du pays. En ce sens, les ateliers Jérôme, en partenariat avec l'Institut français, la Fondation Culture Création, le Centre Pétion Bolivar ont tenu à commémorer les 70 ans des 5 glorieuses qui, selon Gérald Blancourt, sont les 5 jours de l'histoire où la population haïtienne avait entamé un vaste mouvement de protestation contre le gouvernement dictatorial de Élie Lescaut. Ce dernier quitta le pouvoir en janvier 1946, à en croire M. Blancourt. Tout Haïtien doit jouir de ses droits civiques et vivre libre dans la démocratie. Gérald Blancourt. Moi, je suis natal, je suis béné. En fait, en 1926, donc nous avons 90 ans. Je fais 13 voyages dans le pays. Semaine d'après, je suis du quartier, je là. Je participé dans toute lutte de solidarité pour Haïti. Et toute vie, son vie d'engagement. Et on vie d'engagement, disons, général contre l'injustice, pour les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, que esclaves 1804 te répondent. Donc, lutte moins sont luttes qui lient indissociablement aux luttes d'Haïti. Pas jamais quitter Racine, pour me toujours là, même si c'est clair en 1946. C'était un dictateur. Bon, ça n'avait rien à voir avec le duvaliérisme, mais c'est un dictateur, il y a des gens qui disparaissaient, il y avait la répression, il n'y avait pas d'autorisation de former des syndicats, et les étudiants ne pouvaient pas s'organiser, et
il y avait des exactions et il avait eu des accords avec la Chada et les Américains. Ils ont coupé des tas de plantes pour planter de l'EVA pendant la guerre. On n'a jamais récolté une tonne de caoutchouc. C'était des types leur politique était une politique dictatoriale. Ils avaient des pleins pouvoirs. Alors nous voulions rétablir une société plus juste, une société qui lutte efficacement contre la misère immense, parce que Port-au-Prince était entouré par les fameux bidonvilles de la Saline. Et donc, nous voulions une justice sociale et nous voulions réorganiser le pays de façon démocratique. Cette journée était aussi une façon de rendre hommage à Gérald Blancourt pour son travail de militant qu'il a effectué sous le régime de Élie Lescaut grâce à des photographies. Gérald Blancourt, haïtien d'origine, est né à Bénin. Il s'est fait exiler de son pays par le président Élie Lescaut. Du 16 novembre au 3 décembre 2016, la Focale et l'Institut français en Haïti organiseront une série d'activités socioculturelles dont des expositions, des photos de Gérald Blancourt, conférences débats, projections et spectacles, explique Mireille Perraudin-Géraud. Nous avons des activités intellectuelles, intervention de chercheurs, intervention d'historiens ou encore de sociologues sur la question de 1946 et des Cinq Glorieuses. Et nous gagnons avec d'ailleurs des... Pierre Buteau, Michel Hector, Lewis Clormeus et Artus Weber et Picard Biron. Il ne faut pas oublier Picard Biron parce que c'est une seule qui a fait une vraie conférence. Conférence sous question discours racial. La gente est traversée la société. Nèg noir, nèg mulat, etc. Gourmet qui marre en dans la société et qui ont une cause qui portait l'esco aller. Maintenant, nous avons une deuxième série d'activités, c'est les expositions. Nous avons 3 types d'expositions. Nous avons photo Gérald Blancourt, une série d'ailleurs qui commençait depuis les années 40, fin des années 40 jusqu'à récemment. Et nous gagnons donc dans l'Institut français un volet, nous gagnons dans l'Atelier Jérôme l'autre volet. Et dans l'Atelier Jérôme, nous parlons des artistes, des hommes politiques qui ont construit en quelque sorte la pensée créatrice, la pensée critique en France et ailleurs en Europe aussi. Nous allons avoir des photos par exemple de Pierre Charles qui était de passage en Suisse, que Gérald a capté. Il était très jeune. Nous avons une photo de Édouard Glissant de la Guadeloupe et nous avons aussi des photos de Jean-Paul Belmondo, par exemple des acteurs de cinéma, de Charlie Chaplin. Oui. Donc voilà. Et en dernier lieu, nous avons le spectacle monté par Guy Régis, un ensemble d'extraits de textes qui partent de René Despestre pour aboutir à Dany Laferrière et qui réfèrent au mouvement de 1946. Le Centre d'éducation et d'intervention sociale encourage tous les acteurs concernés par le processus électoral à mettre tout en œuvre en vue du respect de la date du 20 novembre pour la tenue des prochaines joutes électorales. Le coordonnateur de cette structure croit qu'il est impératif que les élections se déroulent à la date prévue par le CEP. Seul un président légitimement élu sera en mesure de répondre aux besoins réels de la population, estime le sociologue Antoine Augustin. L'analyser niveau décomposition société haïtienne dans journée aujourd'hui et puis incapacité l'état traditionnel pour le capable satisfaire revendication minimale peuple haïtien qui se joint mot sur la santé, mot sur l'éducation, de l'eau potable et si tout travail pour les capable joindre moyen pour répondre à besoin li. N'a pas analysé relation qui gagne entre niveau de dégradation pays et puis organisation mauvaise élection, surtout les n'a gardé Zak Biganday qui était fait dans le processus électoral 2014-2015 là, les n'a considéré pays a fin perdu toute valeur symbolique
toute valeur morale qui te bal poids dans le monde là, les n'a considéré jeune garçon avec jeune femme malgré diplôme yo gagné, obligé parti quitter pays à chercher la vie dans Chili, Suriname, Saint-Domingue, Brésil et la trier. Les analyser ça qui a passé tout partout dans le monde là, en particulier dans le continent américain. Côté c'est nous seuls qui seul PMA dans la région et surtout Haïti fin crasé notamment après tremblement de terre 12 janvier 2017 et puis cyclone Mathieu qui crasé tout grand sud là et ni sud et Grandance pour toute raison ça yo a rempli l'autre nous pas cité là nous croyons route élection journée jeudi c'est celle route qui rete nous pour nous chercher ensemble et puis jouer une solution à tout problème n'a vivre dans le pays depuis plus de 2 ans l'année. Mais il faut gagner une élection crédible, démocratique, honnête et transparente. Il faut que le peuple ramasse le processus électoral là pour lui. Il doit rentrer en grand monde dans la bataille là pour l'élection bien déroulée tout partout dans le pays. Et pour ça, nous-mêmes dans CIS, nous offrons collaboration critique nous by conseil électoral provisoire pendant qu'on a participé dans la campagne éducation civique là pour nous faire peuple là ouais nécessité pour aller voter pour élection faite sans passe pour qui c'est ça que fait nous demandons des populations prendre destin en main pendant la sensibiliser et puis mobiliser dans quartier yo la cour yo habitation yo section communale yo sous valeur stratégique élection ça yo pour sortir en masse, jour dimanche 20 novembre 2016 là, pour la voter. Yon moun, yon voix. Faut tout citoyen, jeune, tant que grand moun, gen un comportement civique. Faut yo pas tenter voter 2 fois. Yon vote, un homme, une voix. Participer, peuple là, et puis veiller en haut, veiller en bas. Peuple là doit être mobilisé avant, pendant et surtout après déroulement élection. C'est seule façon nous ka reprendre souveraineté pays. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. C'est une visite hautement symbolique qu'effectue le président américain en Grèce. La Grèce, berceau de la démocratie, a rappelé Barack Obama à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre Alexis Tsipras. Le président américain a loué les efforts entrepris par Athènes dans l'accueil des milliers de réfugiés ces derniers mois et de saluer, je cite, la compassion extraordinaire manifestée par les Grecs. Ils ont mérité l'amour du monde entier, a ajouté Barack Obama. Par ailleurs, lors de la conférence de presse conjointe, le président américain a rappelé qu'un allègement de la dette grecque lui paraissait important. L'austérité seule ne peut pas apporter la prospérité, a-t-il précisé, abondant dans le sens de son hôte. Barack Obama effectue là sa dernière visite en tant que président sur le sol européen. Une visite dans un contexte tendu, celle du chef de la diplomatie allemande en Turquie. Sur la question des purges qui ont suivi la tentative de coup d'État à Ankara, Frank-Walter Steinmeier a dit avoir échangé des vues divergentes avec son homologue turc. En revanche, les 2 hommes se sont rejoints au sujet du processus d'adhésion à l'UE. La question de savoir si la Turquie doit ou non se rapprocher davantage de l'Europe ne doit pas être décidée en Europe ou dans les capitales européennes, dit-il. Mais c'est ici, en Turquie, qu'on doit y répondre. Nous ne méritons pas cette attitude, a déclaré de son côté le ministre des Affaires étrangères turc. Comme Frank-Walter l'a dit, nous demanderons à nos citoyens et ils décideront. Nous en avons assez de cette attitude condescendante, nous en avons vraiment assez, a-t-il souligné. Les critères sont clairs, mais il y a 2 poids 2 mesures, une approche hypocrite et c'est ce que nous n'aimons pas. Le président turc Erdogan a prévenu qu'Ankara organiserait un référendum sur le processus d'adhésion à l'UE si aucune décision n'était prise par Bruxelles d'ici la fin de l'année. En février dernier, la chancelière allemande Angela Merkel rendait visite au président turc Recep Tayyip Erdogan. Une visite délicate puisqu'il s'agissait de relancer Ankara pour stopper l'afflux de réfugiés vers l'Europe. La Turquie avait accepté d'y travailler quelques mois plus tôt en échange d'une aide financière de plusieurs milliards d'euros, la libéralisation des visas et l'avancée des négociations d'adhésion à l'UE.
L'aide était jugée insuffisante par la Turquie, mais les relations cordiales. Puis tout s'est dégradé quand en juin, le Bundestag a voté une résolution reconnaissant le caractère génocidaire des massacres d'Arméniens sous l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Ce vote avait fait la joie des Arméniens, mais provoqué l'ire de la Turquie. Début novembre, Berlin avait encore envoyé un signal fort à Ankara, alors que le pays mène une purge d'une ampleur sans précédent dans toutes les strates de la société turque. Le président allemand, Joachim Gauck, recevait l'ancien rédacteur en chef de Cumhuriyet, Can Dündar. Un journaliste qui avait trouvé refuge sur le sol allemand en juillet 2016, après avoir été condamné en mai à 5 ans de prison pour révélation de secrets d'État. Or, depuis le coup d'État manqué de juillet, les arrestations de journalistes ne font qu'augmenter. Les autorités turques les accusent de liaison avec des organisations terroristes comme le PKK ou avec le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen. Et pour Berlin, les arrestations de journalistes 144 depuis juillet et les fermetures de médias, ce n'est pas tolérable. Angela Merkel le disait le 2 novembre dernier. Tout d'abord, concernant la Turquie, il est pour moi et pour l'ensemble du gouvernement hautement alarmant que la liberté de la presse et d'opinion soit encore et toujours plus restreinte. Dès le lendemain, le président turc lui répondait et accusait l'Allemagne de faire la sourde oreille aux demandes d'extradition contre des putschistes présumés du coup d'État manqué de juillet. Allemagne, nous sommes préoccupés par votre position. Vous encouragez le terrorisme, dit-il. Des mots durs pour une Allemagne qui se dit prête à offrir l'asile aux personnes persécutées en Turquie, alors qu'elle compte la plus grande communauté turque au monde et la plus grande communauté kurde d'Europe. L'arrestation récente de dirigeants politiques pro-kurdes en Turquie a déclenché des manifestations comme celle-ci à Istanbul et à Cologne, ce qui fait craindre une importation des tensions entre les deux communautés sur le sol allemand. Dans le contexte actuel de crise migratoire, Médecins du Monde tire à nouveau la sonnette d'alarme sur les conditions d'accès aux soins en Europe. Sur quelques 10 000 consultations données aux migrants et réfugiés dans 12 pays européens, il s'avère que plus 2/3 des personnes n'ont aucune couverture de santé et plus d'1/5 d'entre eux ont abandonné l'idée même d'un traitement médical. À Bruxelles, le représentant grec du rapport de Médecins du Monde insiste sur le fait que femmes enceintes et enfants se trouvent en première ligne. Environ 40% des consultations concernent des enfants, dont la moitié ont moins de 5 ans, avec tous les risques auxquels ils font face. Bien sûr, ils ont accès aux soins de santé primaires, mais pas aux soins de santé secondaires. Face à cet état des lieux déplorable, Médecins du Monde urge les États membres à agir. Et pour la coordinatrice du rapport, il n'y a qu'une seule solution. Tous les pays européens doivent au moins assurer un accès entier à une couverture de santé totale pour tous ceux résidant dans le pays. Cela permettrait d'épargner beaucoup d'argent et beaucoup de souffrance. Selon le rapport, la moitié des personnes interrogées ont subi des violences depuis qu'elles ont quitté leur pays, mettant en péril leur santé mentale, en plus que physique. En Allemagne, vaste coup de filet dans les milieux salafistes. La police a saisi près de Cologne des centaines de Corans traduits en plusieurs langues. Ils étaient entreposés par un groupe soupçonné d'avoir incité des dizaines de jeunes au djihad. Près de 200 perquisitions ont été menées dans plusieurs länders du pays. Dans le viseur des autorités, un mouvement salafiste baptisé La Vraie Religion, accusé d'utiliser l'islam pour inciter à la violence. Le ministre allemand de l'Intérieur a décrété son interdiction. Nous envoyons aujourd'hui un signal clair. Il n'y a pas de place dans notre société pour des extrémistes radicaux qui utilisent la violence. Nous traçons aussi une ligne claire pour protéger l'islam pacifique en Allemagne. Les perquisitions ont été menées dans des appartements, bureaux ou mosquées répartis dans 10 États allemands. Le groupe salafiste visé distribuait des Corans dans des zones piétonnes tout en diffusant des idéologies extrémistes. Il est soupçonné d'avoir encouragé environ 140 Allemands à rejoindre les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie. Voilà, c'est la fin de cette édition de journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.